Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Je suis d'une génération où on ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire, quelles sont les règles de l'état de droit. Partout, on encouragera celles et ceux qui en Afrique veulent prendre leurs responsabilités. La réalité, c'est qu'il a besoin de ces autocrates africains qu'il dénonçait en 2017. On a l'impression que la France a du mal à couper elle-même le cordon ombilical avec ses anciennes colonies. Emmanuel Macron, son idée principale, c'est de changer l'image de la France en Afrique. C'était une sorte de signal qui était assez fort, d'aller devant cette jeunesse burkinabé pour leur dire écoutez, moi je suis jeune comme vous, j'ai pas connu la période coloniale, j'ai même pas connu la période vraiment post-coloniale ou très peu. On regarde plus dans les rétroviseurs et maintenant on va avancer ensemble entre société civile et en disant à l'ensemble de la jeunesse africaine, vous voyez, vous pouvez faire comme vos collègues du Burkina Faso, en quelque sorte secouer le cocotier des anciens, etc. Et ça, c'était vraiment très bien au niveau des discours en 2017, mais très rapidement, Emmanuel Macron a bien été obligé de voir que la réelle politique le rattrapait. Et finalement, il a besoin d'eux pour que la France garde sa diplomatie d'influence, en particulier au Conseil de sécurité des Nations Unies, où la France, finalement, elle doit son fauteuil parce qu'elle a une puissance nucléaire, mais aussi parce qu'elle est une puissance africaine, et que depuis chaque FOCA, grosso modo, même quand on est sorti de la France-Afrique, la France bénéficie toujours aux Nations Unies pour faire voter ses résolutions sur l'Afrique de la voix des dirigeants de ces anciennes colonies. Emmanuel Macron pensait avoir passé l'ardoise magique sur la France-Afrique, mais la réelle politique, c'est qu'il a besoin de ces autocrates africains qu'il dénonçait en 2017. Emmanuel Macron a décidé de réformer d'une façon plus ou moins formelle pour l'instant. Ça veut dire qu'il n'y a plus de fonctionnaires français du Trésor au sein des deux banques centrales. Et puis aussi, il y a un compte d'opération ouvert au Trésor qui permet finalement à la France, vis-à-vis de l'euro, de garantir la parité du franc CFA. Donc sur ce compte d'opération, les pays africains étaient obligés de mettre, c'était 70%, après c'est descendu à 50%, de toutes leurs recettes en devises. Maintenant, ils peuvent mettre leurs réserves en devises dans les banques centrales d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale. Mais la réalité, sur le fond, c'est quand même toujours la France qui garantit la parité du franc CFA. C'est la France qui, comme en 93, peut décider une dévaluation avec les États africains. Et en fait, il y a une résistance du côté des États africains, des chefs d'État, parce qu'ils veulent continuer comme avant. Ça leur permet aussi que la France s'investisse dans les négociations quand ils ont des problèmes de dette avec le Fonds monétaire international et d'avoir des financements de la Banque mondiale. Et c'est vrai que du côté de la France, sur le plan financier, c'est pelliculaire, c'est très peu par rapport à l'énorme masse monétaire de l'euro en France, mais globalement, on reste quand même dans une forme de diplomatie d'influence de sa part par rapport à ces États de pouvoir jouer un rôle. C'est pas hasard quand même si c'est la France qui va organiser le 18 mai à Paris une grande conférence sur le financement de l'Afrique. Et ça reste aux yeux des sociétés civiles africaines, des diasporas de ceux qui contestent l'ancienne France-Afrique, ça reste quand même un symbole. On n'a pas notre souveraineté tant qu'on n'a pas notre propre monnaie. Le franc CFA, c'est pas une question financière, c'est une question politique. La France n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. La France a toujours cru qu'elle était encore chez elle en Afrique, en particulier dans ses anciennes colonies. Elle a sous-estimé l'arrivée de la Chine dans un premier temps et elle a sous-estimé à quel point l'Afrique devient complètement géostratégique. L'Allemagne est passée devant la France en tant qu'exportateur à l'Afrique. Emmanuel Macron, il se dit « Oh là là, on perd des parts de marché dans nos anciennes colonies, il faut aller ailleurs ». Sauf que le patronat français qui a eu cette rente politique pendant des années, le patronat français, il ne suit pas.
Et c'est ce qui désespère Macron. Les grands marchés du continent, comme l'Éthiopie ou l'Afrique du Sud et le Nigeria, ils n'attendent pas des entreprises françaises. Ils voient bien que les entreprises françaises ne viennent pas parce que simplement, ils ne sont pas habitués à se battre. La concurrence, ils ne connaissent pas. Ça a été une rente politique pendant des années et on voit que le passage ne se fait pas. Je n'enverrai pas nos soldats se faire tuer si tous les gouvernements qui sont responsables de la situation localement ne prennent pas l'intégralité de leurs responsabilités. La présence militaire française, ça sert un peu de cache-misère à une présence française globalement en déshérence sur le continent. D'abord, sur le plan opérationnel, 5000 soldats français sur 5 millions de kilomètres carrés, c'est mission impossible. Du coup, Emmanuel Macron, il a réduit l'opération Barkhane sur ce qu'on appelle la région des trois frontières, qui est la région entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il faut savoir qu'il y avait quand même 100 000 soldats américains en Afghanistan sur 600 000 km², qui est un peu la taille de la France. Là, on est sur 5 millions de km². Donc, il y a un problème déjà militaire. Ensuite, la France lutte contre le terrorisme, mais la réalité, c'est un soubassement social et économique. Le problème, c'est que des jeunes qui se font avec les djihadistes, c'est une question de survie, c'est une question de business. Et la plupart des groupes armés, ils font du business. Et c'est là où on est dans une autre période historique. Dans un système intégré, la présence militaire française, ça a un sens parce que la France, elle est en aval, en amont, elle est partout. Mais dans une autre période historique, la France, elle est isolée, elle est seule et elle ne contrôle pas, elle ne maîtrise pas les économies locales. Les djihadistes, ils ont déjà gagné. Ils ont fait fuir tous les Occidentaux. Donc, encore une fois, Emmanuel Macron, il saisit de plus en plus que c'est mission impossible. Il essaie de se désengager, mais il ne peut pas s'empêcher. Le 15 janvier, il y avait un sommet du G5 Sahel avec les partenaires africains de la France, de la région, mais c'était quand même Emmanuel Macron en visioconférence depuis l'Élysée qui déployait une carte. On aurait dit qu'il était le chef d'état-major de l'ensemble de la région. On a l'impression que la France a du mal à couper elle-même le cordon ombilical avec ses anciennes colonies. Emmanuel Macron, son idée principale, c'est de changer l'image de la France en Afrique. Ça veut dire, si la France reconnaît ses failles, ses faiblesses, le fait de soutenir un régime génocidaire, le fait de la guerre d'Algérie, le fait d'avouer une espèce de responsabilité sans que ça soit ni des excuses ni des repentances, on voit qu'il y a cette idée-là de changer l'image de la France en Afrique. Sauf que, bien évidemment, pour la restitution, on ne sent pas vraiment une très grosse mobilisation en Afrique du côté des chefs d'État. Au contraire, les chefs d'État, ils disent « Eh ben, si vous voulez qu'on crée des musées en Afrique pour récupérer les œuvres qui sont au Quai Branly, ben, faut nous aider. Il faut que l'Agence française de développement, ça veut dire le contribuable français qui paye les musées. » Et puis, sur le mémoriel, on voit bien comment l'Algérie, le rapport Stora, ils vont utiliser ça sur le plan interne avec les mouvements comme l'Irak en Algérie, des révoltes populaires. Il suffit d'instrumentaliser un peu ces relations avec la France pour que ça marche. Le Rwanda, bien évidemment, il va faire pareil. Ils ont accepté ça, mais le rapport nucléaire est très fort. À mon avis, c'est même beaucoup plus grave que ce qu'on raconte, parce que ça s'est passé dans les années 90 à la Chine du mur de Berlin. À Paris, tout le monde était branché sur une nouvelle relation Est-Ouest, la réunification de l'Allemagne. Et le Rwanda était un dossier totalement sous-traité entre deux généraux, quelques conseillers Mitterrand. Donc, c'était aussi une sorte de mépris, d'arrogance par rapport à l'Afrique. Donc, Emmanuel Macron essaie de changer ce truc en disant voilà, il faut arrêter cette arrogance, il faut valoriser l'Afrique et les Africains à travers leur culture, reconnaître ce qu'on a fait de mal et tout. Sauf que c'est un effet boomerang, on a l'impression que ça sert encore plus aux Africains à accuser la France. Je vois les Comoriens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, je vois les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, mais je vois quoi? Des Marseillais! Je vois des Français! Contrairement à ses prédécesseurs,
c'est vraiment le dossier sur lequel il a innové. Il est allé en Afrique dire aux étudiants, il n'y a plus de politique africaine de la France, il y a une politique de la France vis-à-vis de l'Afrique comme vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Et en même temps, je vais demander aux Français d'origine africaine qu'est-ce qu'ils pensent de cette politique. Donc c'est quelque chose qui était nouveau. Seulement, il l'a pris un peu par le haut, ça veut dire par les premiers de cordée. Il a créé un conseil présidentiel africain qui était quand même quelque chose de totalement nouveau à l'Élysée. Il a demandé à des proches comme ça de l'aider à faire bouger les choses. Sauf que sur les diasporas, lui-même dit « Ah, il nous faudra plusieurs décennies, etc. » Il sait que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Et au fur et à mesure de son quinquennat, il a évolué. Ça veut dire, comme il voit qu'il ne peut rien faire en Afrique avec les autocrates au niveau de la diplomatie d'influence, il a transformé le sommet Afrique-France qui devait avoir lieu au mois de juin à Bordeaux, qui était la ville des diasporas du temps d'Alain Juppé, où il devait y avoir des chefs d'État, en sommet des sociétés civiles et des diasporas qui aura lieu à Montpellier le 8-9 juillet. Donc, je veux dire, on voit que finalement, c'est l'effet boomerang, on s'occupe moins de l'Afrique et on s'occupe plus des Français d'origine africaine. Ce que nous allons faire dans le quinquennat qui vient, c'est sortir du passé qui ne veut pas passer. C'est sortir de la France-Afrique. C'est sortir de tout ce qui nous a tués.